Bonjour tout le monde, on est très heureux de rentrer chez vous via Zoom ou via YouTube. Aujourd'hui, on va parler un peu de la santé et de la santé surtout pour nos freelancers parce que nous savons que depuis 2020, avec le Covid, on a beaucoup travaillé chez nous, on a adopté ce style de vie et cette manière de travailler où on passe beaucoup de temps derrière nos écrans, on reste assis. Et aujourd'hui, avec le professeur Mani, qui est le coordonnateur de CESPA, on va voir l'importance de l'activité physique et de l'alimentation. Parce que c'est vraiment très important de bouger et de s'alimenter sainement quand on travaille chez soi. Parce que des fois, on prend la mauvaise habitude de manger toute la journée, de rester assis et de ne rien faire de plus. Donc, le professeur Mani va présenter des arguments assez convaincants pour nous imposer la culture et de l'exercice physique. Donc, je lui laisse la parole et vous aussi, après la présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions dans les commentaires et on pourra toujours vous répondre après. Professeur Mani, comment allez-vous? Ça va bien. Là, on dit que le printemps est arrivé. Donc, on dit qu'il faut faire le grand ménage du printemps. Et ce ménage a commencé dans notre corps propre, pas seulement au niveau de la D'accord. maison. Donc, cela étant dit, et effectivement, le sujet d'aujourd'hui est assez important parce que depuis bientôt, bon, on peut dire que depuis l'arrivée de la COVID qui nous a un petit peu bouleversés, il y a eu pas mal de changements dans le mode de vie des gens, mais en particulier des travailleurs. Donc, on va aborder aujourd'hui, à dire que deux thèmes particuliers. Bon, lorsqu'on parle de travailleur, on parle de qui? Et après ça, mettons, on va voir si on veut amener ce qu'on appelle nous une vie en santé et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir y arriver. Donc, bienvenue à cette présentation. Je vais faire de mon mieux pour ne pas vous décevoir et aborder d'une façon d'apprendre cohérente et avec des données probantes et ce thème-là. Donc, comme je disais en introduction, les deux parties de la présentation portent sur le marché du travail et les types de travailleurs. Et après ça, la deuxième partie portera sur l'importance de l'alimentation et de l'activité physique dans la prévention active pour une santé durable. On va voir que les deux termes sont vraiment importants, prévention active et santé durable. D'abord, voyons, lorsqu'on parle du marché du travail, c'est quoi? Donc, le marché du travail, on peut dire que dans tout pays, l'état de l'économie est tributaire de ce que moi j'appelle le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Et si je prends le cas d'Haïti, et on sait que le PIB n'est pas tellement élevé, c'est l'un des plus bas en Amérique. Il est aux alentours de 1829,59 $, ce qui fait à peu près 5 dollars par jour. Et en ce qui concerne le taux de chômage, il est aux alentours de 15 à 15,7%. Et là, à peu près 19% pour les femmes et 12,7% chez les hommes. Donc, on sait que si on prend ces deux indicateurs-là, donc on parle le PIB et le taux de chômage, et c'est avec ça souvent qu'on classe les pays en termes de développement durable. Donc, ça, c'est l'état de l'économie en Haïti. Par rapport à cet état-là, maintenant, on va voir les principaux employeurs. Donc, lorsqu'on veut qu'un pays se développe, et il y a des employeurs, et en fonction de où on est, donc il y a l'État, qui vraiment est un des grands employeurs avec les fonctionnaires qu'on appelle nous les cols blancs et les cols bleus et qui interviennent au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé. On peut dire souvent que c'est le plus grand employeur. OK? Et ensuite, il y a les grandes entreprises privées dans les domaines de la manufacture, de l'agroalimentaire, pharmaceutique, information, donc je parle les journaux, et construction, transport, etc. Et en dernier, on trouve ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises qui viennent en dernière position avec les petits commerces ambulants, la restauration, l'entretien ménager, etc. On peut dire qu'en Haïti, c'est peut-être le secteur qui génère le plus d'emplois. OK? Et on continue maintenant ce tour-là. Maintenant qu'on a vu les différents types d'emplois, OK? Et maintenant, allons voir maintenant les différents types de travailleurs. OK? Donc, il y a soit les travailleurs autonomes ou indépendants
C'est la personne qui travaille à son propre compte, qui fait son propre business, comme on dit, et qui est encore maître que lui-même. Il y a le travailleur salarié qui travaille pour un employé quelconque. Donc, on peut être un employé du secteur privé ou du secteur public. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les travailleurs à temps partiel, saisonniers ou intérimaires, comme on les appelle, qui sont embauchés pour effectuer, appelle-nous, une tâche ponctuelle. Par exemple, bon, prenons les coupeurs de canne ou bien les gens dans l'agriculture, on les engage pour cueillir les fraises, pour faire ci. Et donc, c'est vraiment ponctuel. Donc, ils ont un temps qui est délimité, également des tâches qui sont délimitées. Donc, c'est ce grand, et on peut dire que c'est trois catégories-là qu'on retrouve, travailleurs autonomes, travailleurs salariés et travailleurs qu'on appelle nous de type à temps partiel, saisonnier ou intérimaire. On peut dire que, avec un taux de chômage au-dessus de la moyenne mondiale et de la population en âge de travailler, bon, Haïti est vraiment un problème énorme à restructurer, qu'on appelle nous, tant les types d'emplois que les types de travailleurs. On peut dire que la grande majorité des emplois se trouvent dans la catégorie des petites entreprises. Je dis des petites et très petites entreprises. OK? En ce qui concerne le type de travailleur, c'est dans le cadre, dans ce qu'on dans la catégorie des travailleurs qu'on appelle autonomes ou indépendants qu'on retrouve le plus grand nombre. Dans cette catégorie, nous retrouvons en particulier les domestiques, qu'on appelle nous les bonnes en Haïti, qui reçoivent un salaire, le plus souvent en dessous du salaire minimum. On y retrouve également les vendeurs itinérants. Donc, les gens qui vendent n'importe quoi dans la rue, des colas, des cigarettes. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un, il y a une demande, ils vont essayer de vendre ces éléments-là. Maintenant, dans les travailleurs autonomes et indépendants, actuellement, on retrouve une grande partie de ces travailleurs-là qui travaillent à domicile. Il est vrai que ce n'est pas une obligation à quelqu'un peut être travailleur autonome, être sur la route, essayer de démarcher, trouver des clients. Mais actuellement, à cause de l'insécurité en particulier, puis à cause avant c'était la pandémie, maintenant c'est l'insécurité, beaucoup de gens maintenant préfèrent travailler à domicile à la maison. Et donc, on veut dire que, dans sa définition, c'est le fait d'accomplir des tâches professionnelles depuis son domicile au lieu de les effectuer soit dans les locaux d'une entreprise ou d'un employeur. On peut dire, et avec l'arrivée du monde numérique, donc l'Internet, et où on a accès maintenant à beaucoup de données, on peut communiquer. Donc, mettons, on communique actuellement à distance par Zoom, avec différentes autres formes de plateformes. Et on peut dire que le travail à domicile est devenu beaucoup plus utilisé. Et comme je disais tantôt, la pandémie a joué un rôle important dans ce qu'on appelle nous l'arrivée et quasiment, je dirais, à imposer le travail à domicile. Et maintenant, l'insécurité avec des problèmes de kidnapping en Haïti et autres est devenue, qu'on appelle nous, monnaie courante de rester à la maison et de se barricader quasiment pour travailler à la maison. Mais c'est faisable parce qu'on a accès actuellement à l'Internet et c'est là que la communication, qu'on appelle nous l'accès à, à toute la technologie qu'on appelle nous la communication est important. On peut dire que le travail à domicile augmente la productivité et l'engagement des employés. C'est ainsi que 45% des entreprises ont constaté une augmentation de leur productivité. Les salariés déclarent quant à eux d'être moins stressés et avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Donc, voyons maintenant les avantages et les désavantages du travail à domicile. Parmi les avantages, on retrouve la productivité accrue, effectivement, on vient de le dire, et les gens produisent plus parce qu'ils peuvent se concentrer davantage. Donc, c'est à l'avantage de l'employeur. Il y a meilleure conciliation travail et vie personnelle. Donc, on évite les déplacements. Donc, on peut maintenant vraiment gérer les deux vies. Économie de temps en général. Il y a des gens qui passaient autrefois 1 à 2 heures, des fois plus, pour aller travailler, pour revenir. Donc, ça fait déjà 4 heures qu'on perdait juste dans le transport en commun. Et sans compter qu'on appelle nous économie d'argent pour l'essence, etc. Et comme inconvénient, il y a les risques d'épuisement professionnel. Et lorsqu'on travaille à la maison, des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'autre loisir que de travailler. Donc, ils produisent, ils passent leur temps à travailler quasiment.
Donc, généralement, d'une journée de 24 heures devait être partagée à trois. On devait avoir environ 8 heures de travail, 8 heures qu'on appelle nous pour se reposer, dormir, et 8 heures qu'on appelle nous pour de loisirs et de vaquer à d'autres occupations. Malheureusement, il y a des gens qui vont gruger sur les 8 heures de loisirs et autres activités pour les injecter dans le travail. Des fois, c'est pour aller chercher plus d'argent, mais des fois, c'est tout simplement parce ils ne savent pas quoi faire de leur temps. OK? Il y a également le sentiment de solitude ou d'isolement social. Et les gens, en restant à la maison, sont tous seuls. Et là, maintenant, ils sont plus en contact avec personne. OK? Également, difficulté à collaborer avec les autres membres de l'équipe. Donc, si on est travaille pour un employé, et l'employeur, en d'autres mots, a dit que les autres membres de l'équipe, on ne les voit pas. Des fois, on peut faire des fois des rencontres Zoom, mais là encore, on est à distance, on n'est pas, c'est pas, on ne socialise pas. Et il y a quand même des distractions. Lorsqu'on est à la maison, il y a des fois des bruits des enfants, etc., d'autres interférences qui, des fois, peuvent nous déranger. Maintenant, l'efficacité du travail à domicile. Et passer du travail traditionnel au travail à domicile n'est pas toujours évident, tant pour les employeurs que les employés. Il existe différentes astuces à appliquer pour bénéficier de tous les avantages du travail à domicile. En d'autres mots, si quelqu'un dit, bon, moi, je compte travailler à domicile, il faut vraiment dire, OK, bon, je veux m'arranger pour travailler bien à domicile. Donc, on a identifié comme 6 éléments à mettre en application. D'abord, aménager un espace de travail défini. Donc, il y a des gens qui vont installer leur ordinateur, leur poste de travail, c'est pas dans la cuisine ou bien dans dans leur chambre. Non, il faut vraiment que votre lieu soit un lieu qu'on appelle nous, qui est dédié au travail pour éviter qu'on appelle nous les interférences, les distractions et autres. Ensuite, organiser son emploi du temps. En d'autres mots, c'est parce qu'on travaille à la maison qu'on va travailler plus que 8 heures. Il faut amener des pauses, etc. Et on peut se préparer comme au bureau. Donc, on a un travail, est-ce qu'on va classer nos affaires et avoir notre planification pour la journée? Donc, vraiment, il faut vraiment bien gérer, qu'on appelle nous, et notre temps. Faire les pauses santé. En d'autres mots, on ne travaille pas 8 heures continues. Il faut, par exemple, généralement, à chaque 90 minutes, on devrait bouger un petit peu pour ne pas s'ankyloser, ne pas avoir des problèmes aux jambes, de circulation. Donc, c'est là que généralement, je dis aux gens, ayez une montre intelligente qui vous dit à chaque 90 minutes, c'est le temps de bouger. Donc, maintenant, on se met en pause, puis maintenant, on va boire de l'eau et surtout, bon, on va voir que bouger, s'hydrater devient incontournable. Il faut vraiment rester en contact avec les autres membres de l'équipe. Donc, on peut faire un Zoom, se téléphoner pour vraiment ne pas se sentir complètement isolé. Et on va faire le point en équipe. Donc, lorsqu'on travaille, il faut avoir du feedback, des rétroactions. Est-ce que ce qu'on fait est bien? Donc, c'est là que l'employeur, les autres membres de l'équipe doivent nous donner qu'on appelle nos interactions pour pouvoir savoir si on est dans la bonne direction. Donc, généralement, pour faciliter notre travail à domicile, il faut, comme on disait, aménager notre espace de temps. Par exemple, on peut s'installer, avoir une belle vue. Des fois, ça peut être distrayant, mais on peut dire que lorsqu'on a un espace éclairé, on peut respirer bien, on devient plus productif. De même, et au lieu de rester toujours assis, on peut avoir qu'on appelle un poste de travail qu'on appelle nous de type debout, ou on peut, ou bien j'appelle ça intermédiaire, on peut avoir également un petit tabouret. Donc, on peut passer notre temps debout, assis, et ce qui facilite qu'on appelle nous la circulation sanguine. Actuellement, on peut même installer qu'on appelle nous un tapis roulant, et il y a des tapis qui sont faits pour ça. On l'installe en dessous de notre table de travail. Et là, maintenant, on peut mettre, en même temps qu'on réfléchit, qu'on répond à des questions, parce qu'en même temps qu'on peut être en conférence de presse avec du monde, on peut leur parler, mais en même temps, en leur parlant, on peut bouger, on peut marcher. Donc, l'autre élément que je n'ai pas ajouté ici, en Haïti, c'est moins problématique, c'est ce qu'on appelle nous la luminothérapie. Il faut avoir, et surtout l'hiver, il faut avoir assez de lumière. Par exemple, actuellement, moi, j'ai une lampe solaire qui est allumée, qui m'apporte assez de lumière et qui nous permet vraiment d'activer notre glande thyroïde. Bon, bref, et on en parlera plus tard. Donc ça, c'est s'organiser pour bien travailler à la maison. La qualité de vie au travail. Maintenant, si maintenant, au lieu de travailler à la maison, on décide de travailler maintenant chez un employeur, je pense que les employés ont vite vu, surtout pour ramener les gens aux locaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont maintenant décidé de dire on va partager le temps moitié-moitié, 50% à la maison, 50% et dans les locaux de l'entreprise.
Mais on a remarqué que si vraiment on veut garder les gens dans l'entreprise, comme c'était le cas autrefois, il faut vraiment offrir ce qu'on appelle, nous, une qualité de vie au travail. Et dans les pays développés comme au Québec au Canada en particulier, et le Québec particulièrement, on a ce qu'on appelle, nous, des obligations. Par exemple, les employeurs doivent, par exemple, consacrer un pourcentage de leurs revenus à la qualité de votre travail. Aux alentours, c'est à peu près 1%. Des fois, ils peuvent aller jusqu'à 10%, mais au moins un minimum de 1% et de leur chiffre d'affaires doit être consacré à la qualité de vie. Et pour cela, ils vont des fois engager des moniteurs, des kinésiologues, des éducateurs qui vont organiser, qu'on appelle nous, des fois une salle de sport et des postes santé. Également, au niveau du bien manger, on va voir que c'est important de bien manger. Ils vont même installer des cafétérias avec des menus équilibrés et également investir dans le mobilier, avoir des chaises qui sont confortables et avoir assez de lumière, assez bien aérés les locaux. Donc, on peut dire que si on veut garder les employés dans les locaux, eux qui travaillent à la maison, il faut aménager pas mal les lieux de travail. Et on remarque qu'avec ça, ça va réduire ce qu'on appelle nous l'absentéisme. Également, les gens vont être moins malades. Également, on a remarqué que les gens vont être plus productifs et il va y avoir moins d'accidents au travail. Maintenant qu'on a vu cette première partie-là, donc on a vu les différents types d'emplois, les différents types d'employés, on a regardé comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre travail à la maison. Maintenant, comment s'assurer que ce travail à la maison ou bien dans l'entreprise et permette de nous assurer, rappelle-nous, une bonne santé. Et c'est là qu'on va parler de santé durable. Et parler de santé durable, c'est parler également de prévention active. Donc, la prévention active, c'est quoi? Et je pense que c'est un contrepoids à ce qu'on appelle la prévention passive. La prévention passive, c'est lorsque, par exemple, on ne fait rien. Par exemple, on se fait vacciner et on fait un dépistage, on fait des tests sanguins, etc., comme tel. Là. Mais d'autres mots, on dit qu'on ne fait que être des acteurs passifs. OK? Contrairement à la prévention active, là, on s'implique. On devient le principal acteur de notre santé. Et c'est là qu'on dit que la santé durable exige de revoir dans notre mode de vie certaines habitudes, quel que soit le type d'emploi qu'on fait, ou bien quel que soit le type de travailleur qu'on est. Qu'on ait, disons, un col bleu, un col blanc, qu'on soit un travailleur autonome, un travailleur appelle nous à domicile, et qu'on travaille pour quelqu'un d'autre ou à son compte, si on veut être en santé, il y a des prérogatives pour être en santé. Et je parle d'une santé durable, pas une santé qu'on appelle non momentanée. Donc, il faut mener une vie active. Il faut choisir des aliments sains pour une alimentation personnalisée. Ensuite, il faut optimiser la durée et la qualité de notre sommeil. Il faut privilégier un milieu favorable à une qualité de vie. Il faut gérer et solutionner ces facteurs de stress chronique. Il faut favoriser des interactions sociales positives. Il faut stimuler ses fonctions cognitives. Et enfin, il faut avoir ce qu'on appelle nous en japonais un ikigai. Un ikigai, c'est avoir ce qu'on appelle nous une occupation valorisante. Pas seulement une lobby, mais par exemple, quelqu'un peut dire il aime faire de l'agriculture, il aime, par exemple, faire de la musique. Et c'est quelque chose qu'on peut faire toute notre vie. On a remarqué que tant qu'on a un ikigai qui dure, plus on vit longtemps. En d'autres mots, l'ikigai, c'est qu'est-ce qui nous donne le goût de nous lever le matin. Donc, une personne âgée qui n'a pas d'ikigai, mettons quelqu'un qui est malade, qui est dans une chaise roulante ou bien qui est dans une résidence de personnes âgées et qui reste assis la journée longue sur une chaise ou bien dans son lit, et on peut dire que l'essence de vie ne sera pas tellement longue. Contrairement à quelqu'un qui dit, bon, même si je suis à mobilité réduite, je vais faire un peu d'agriculture, je peux écrire, je vais faire. Mais il faut avoir ce qu'on appelle, nous, une, une occupation. On n'aura pas le temps aujourd'hui de voir tous ces éléments-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle, nous, un tour d'horizon sur deux éléments particuliers. Et puis ensuite, on fera peut-être de façon indirecte les autres items. Donc, si on regarde un petit peu le parcours pour mener une vie longue en bonne santé, donc, vous regardez que d'abord, il faut une alimentation personnalisée. Il faut ensuite mener un mode de vie actif.
Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Donc, tous ces éléments-là vont nous amener à une santé durable. Contrairement si on aborde une voie différente, par exemple, on mange mal, on est sédentaire, et tranquillement, on va se qu'on appelle développer des maladies chroniques et on va avoir ce qu'on appelle une mort prématurée. Donc, il dit aux gens, la voie de la santé durable, elle n'est pas périleuse, elle est attrayante. C'est sûr que, par exemple, si je regarde de ne pas fumer, et de consommer qu'on appelle nous avec modération, c'est l'alcool. Et on peut demander, d'autre part, dire que ces éléments-là, comme tels, sont des éléments, en d'autres mots, qui sont accessibles et qui, en d'autres mots, ne nous privent pas de, c'est pas une vie monastique, mais actuellement, elles sont bien balisées et c'est un peu ça que la santé durable propose. Donc, quels sont ces facteurs de risque à surveiller? En d'autres mots, si quelqu'un veut être en santé, il faut d'abord surveiller ce qu'on appelle nous l'obésité abdominale, viscérale. En d'autres mots, c'est les graisses qui sont localisées sur nos organes vitaux, comme le cœur, les reins, la rate, le foie, en particulier le foie. On a sur un foie gras quasiment. Et donc, et ça, c'est la graisse qu'on appelle nous la graisse viscérale. Contrairement, il y a une autre graisse qu'on appelle nous la graisse brune, qu'on retrouve beaucoup plus, ce qu'on appelle nous, qui nous sert à bouger, qu'on retrouve au niveau des muscles, près des jambes, dans la partie basse du corps en particulier. Contrairement à la graisse viscérale, se retrouve beaucoup plus au niveau de l'abdomen, du ventre. Ok. Et c'est une graisse qu'on appelle nous de type blanche. Et contrairement à la graisse qu'on appelle nous qui est bonne, c'est la graisse brune. Et donc, s'assurer de ne pas avoir un gros bedaine rempli de graisse blanche qui va engorger, qu'on appelle nous envelopper nos organes. Il ne faut pas oublier que les graisses, c'est un tissu. C'est comme le tissu qu'on appelle nous la peau ou bien des os. Donc, le tissu adipeux doit se nourrir et doit respirer. Donc, si, disons, vous avez beaucoup de graisse qui enveloppe vos organes, au lieu que les aliments, les nutriments aillent dans vos organes, ces nutriments-là vont au niveau de cette enveloppe adipeuse. Une glycémie élevée, donc actuellement, c'est un problème majeur. Les gens ont un taux de sucre qui est très élevé parce qu'ils mangent trop de glucides, trop de sucre. Élévation du taux d'insuline. Donc, c'est un petit peu le rebond. Quelqu'un qui mange trop de sucre, le corps va produire beaucoup d'insuline et on va voir que tranquillement, le corps, l'insuline va être plus, qu'on appelle nous, efficace. Et c'est ça qu'on appelle nous une forme de résistance à l'insuline. D'autre mot, le sucre ne peut plus rentrer à l'intérieur des cellules avec l'insuline parce qu'il y a trop de sucre et l'insuline maintenant devient inefficace. Donc, ce qui donne ce qu'on appelle le fameux diabète de type 2. Donc, pour le régler, on voit qu'il faut réduire la concentration qu'on appelle nous en sucre. Ensuite, on a les faibles capacités cardio-respiratoires. L'être humain est fait pour bouger. Comme je dis souvent à mes participants, c'est grouille ou rouille. Si tu ne bouges pas, tu vas rouiller. En d'autres mots, ton système, c'est comme une eau stagnante. Et pensez toujours à une rivière. Une rivière, c'est toujours en mouvement. Mais admettons que brusquement, on met un barrage, et là, maintenant, l'eau devient stagnante. Il va maintenant y avoir ce qu'on appelle l'eau, il va y avoir des algues, il va y avoir des... Donc, c'est un peu la même chose qui arrive dans notre corps. Notre circulation sanguine doit toujours bouger. Ok. Et l'unique façon de faire bouger notre sang, notre rivière intérieure, c'est en bougeant. Ok. Donc, une fois que notre capacité cardio-respiratoire diminue, la vie diminue. Et ainsi qu'on va avoir maintenant des tensions artérielles qui sont être élevées. Pourquoi? Parce qu'il y a blocage. Donc, le sang ne pouvant plus circuler, le cœur va essayer de pomper plus fort. Et en pompant plus fort, pour faire passer le sang, la tension artérielle est élevée. Donc, on appelle ça c'est une tension artérielle qu'on appelle de type essentiel. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour pouvoir vivre. Donc, avant de faire baisser cette tension artérielle de façon médicamenteuse, il faut aller chercher les causes, donc réduire, qu'on appelle, augmenter la circulation sanguine, réduire l'obésité viscérale, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle nous une dyslipidémie. Donc, en gros, c'est un débalancement des graisses. On va voir que lorsqu'on a un taux de graisse viscérale, les triglycérides des gras dans le corps, il y a différentes formes. Il y a les graisses, il y a des bons gras, il y a des mauvais gras. Donc, par exemple, si je l'oméga 3 qui est un bon graisse, il faut en avoir. Mais il y a d'autres graisses qu'on appelle les oméga 6
et autres gras trans ne sont pas bons. Donc, lorsqu'on fait le taux, par exemple, le cholestérol, il est, il n'est pas mauvais, mais il faut en avoir une concentration qu'on utilise. Si on a une trop bonne quantité, donc si, appelle-nous, on en consomme trop, déjà le corps en produit une certaine quantité. Donc, si on produit personnellement du cholestérol, puis on en consomme, il va avoir un taux élevé. Dans d'autres mots, il faut balancer dans le cholestérol qu'on consomme et le cholestérol qu'on produit, parce que le corps a besoin de cholestérol. Donc, il ne faut pas combattre le cholestérol, il faut réguler et équilibrer le cholestérol. Donc, il y a le bon cholestérol qu'on verra, il y a qu'on appelle nous celle qu'on appelle nous le HLD, puis il y a le mauvais, le LDL. Donc, lorsqu'il y a un débalancement entre les bons et les mauvais cholestérol, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle nous une dyslipidémie. Malheureusement, il y a des gens qui génétiquement ont un gène qui les prédispose à produire des mauvais gras, de taux de cholestérol. Et c'est là que ces gens-là, maintenant, il faut qu'ils soient surveillés d'une façon continue avec une diète qui est très équilibrée, beaucoup d'activité physique. Mais des fois, on n'a pas le choix à court terme, il faut leur donner une médication. Et dernier facteur de risque, c'est ce qu'on appelle nous la dystonie non ovulative. Ça veut dire quoi? C'est un débalancement entre ce qu'on appelle notre système de type orthosympathique et parasympathique. Et le système nerveux a deux branches. Une, une branche qui accélère nos fonctions. Par exemple, il y a une au niveau du cœur qui fait que le cœur bat plus vite, qu'on appelle nous l'orthosympathique. On appelle des fois simplement le sympathique. Et le parasympathique, qui est ce qu'on appelle nous celui qui fait ralentir le cœur. Donc, il faut qu'une fois qu'on fait un mouvement, et on dit que c'est le système qu'on appelle nous de défense, et le système orthosympathique nous permet de bouger, de courir, de nous défendre. Et le parasympathique, une fois qu'on a fini de courir, de se défendre, maintenant, pour récupérer, le système parasympathique prend la relève. Malheureusement, il y a du monde qui sont bloqués. On appelle ça, il y a une inhibition d'action, ils sont bloqués, ils sont paralysés. Donc, on est, qu'on appelle nous, en dystonie neurovégétative. En d'autres mots, le système auto reste bloqué. Donc, le cœur bat. C'est comme dire à quelqu'un, vous avez le pied sur l'accélérateur, puis vous ne pouvez plus freiner. Là, vous avez un problème. OK? Donc, c'est le même ça qui arrive dans le corps. Lorsqu'on a une dystonie, on est toujours en situation de stress et il faut arriver à se détendre. Et ça, des fois, ça prend un anxiolytique, ça prend des fois une médication. Mais des fois, tout simplement, ça prend des grandes respirations, une bonne marche, puis on arrive à rééquilibrer le système nerveux. Donc, en d'autres mots, quelqu'un doit faire ce bilan des facteurs de risque. Est-ce que j'ai un problème de graisse viscérale? Est-ce que j'ai un problème de glycémie élevée? Donc, si on répond oui à plusieurs de ces questions-là, on est à risque élevé et on peut dire il faut se prendre en main. Et il faut maintenant aller au niveau des causes. Et c'est ça que je dis aux gens, c'est pas seulement prendre une médication. Et il y a des gens qui vont, par exemple, combattre avec le cholestérol avec des statines. Il y a des gens qui vont seulement prendre de l'insuline, des TT. Bon. Donc, si on fait que rester dans une approche médicamenteuse, c'est tranquillement, votre maladie devient ce qu'on appelle une maladie chronique. On appelle nous une ALD, une affection de longue durée. Donc, idéalement, il faut s'assurer de ne pas rester dans une pathologie de type chronique. Il faut tranquillement arriver aux causes. Et les causes sont ce que moi j'appelle des facteurs quasiment naturels de santé. Donc, il y a le manque d'activité physique en plein air, qui souvent est cause. Pourquoi en plein air? Parce que ça, si quelqu'un dit, moi, je vais faire l'activité aérobique, mais dans une salle fermée ou bien sur une autoroute remplie de gaz carbonique qui vous asphyxie. OK? Donc, idéalement, lorsqu'on fait l'activité physique, il faut être en plein air, un endroit qui est bien aéré. Moi, je connais du monde qui, dans leur sous-sol, font l'activité physique, puis c'est bourré de moisissures, et c'est bien beau l'activité physique. Mais si tu respires justement des moisissures, et tu vas te créer d'autres problèmes de santé. Donc, plus c'est aéré, mieux que c'est où on bouge. Faire faible consommation de légumes et de fruits, on va voir que bien manger, des fois, c'est assez simple. Manger plus de fruits et légumes. Si quelqu'un me dit, peux-tu en 2 minutes me donner un conseil en alimentation, manger plus de fruits et légumes, puis on va voir, c'est manger plus de légumes que de fruits. Pourquoi? Parce que les légumes ont un taux de sucre plus bas que les fruits, qui ont un taux de sucre plus élevé. Mais on peut dire que ce n'est pas parce qu'ils ont un taux de sucre élevé, bon, modéré ou élevé, qu'il faut bannir les fruits. Il faut en particulier bannir les jus de fruits parce qu'on ne fait que qu'on a concentré de sucre. Contrairement, si on mange un fruit complet avec les fibres, on va voir que ça ralentit un petit peu le sucre. Mais en général, il faut dans une diète qu'il y ait plus de légumes que de
que de fruits. On va voir ça tantôt. Ok. Ensuite, toi, mauvais sommeil en qualité et en quantité. Donc, généralement, bon, j'appelle ça les trois causes que moi, je travaille en premier chez mes participants. Et après ça, maintenant, pourquoi? Parce que ils sont, j'appelle nous, quasiment essentiels à la vie. Ok. Dans notre jargon, on parle de facteurs vitalogènes qui apportent la vie. Ok. Et dans ces facteurs vitalogènes-là, je mettrai en premier ce que souvent, des fois, on oublie, il appelle la lumière. Donc, et c'est là qu'en en plein air, il faut avoir assez de lumière, assez parce que c'est ça qui active notre système. Ensuite, deuxième facteur vitalogène, il faut avoir assez d'air pour respirer. Sans oxygène, on meurt. Troisième, maintenant, il faut qu'on appelle nous des aliments pour nous apporter du carburant. Et en dernier lieu, ça nous prend le sommeil pour récupérer, parce que c'est pendant le sommeil qu'on se prépare, puis on régénère notre système. Donc, j'avais là des facteurs vitalogènes. Donc, et il y a ensuite le stress chronique, qui est un facteur de cause. Si quelqu'un a trop de stress, ça augmente le taux de cortisone, ça, comme je disais tantôt, ça va bloquer nos systèmes végétatifs. Le tabagisme, direct ou indirect, donc lorsqu'on fume ou bien qu'on aspire la fumée des autres, la grande consommation d'alcool, puis actuellement, bon, c'est quoi la grande consommation? Bon, actuellement, il y a des barèmes, on parle dépendant de hommes-femmes, dépendant de notre poids, et on peut aller de 1 à 2 consommations par jour. Personnellement, je dis aux gens, l'alcool, il ne faut pas oublier l'alcool. L'alcool est un neurotoxique. Donc, l'alcool n'est pas un nutriment. L'alcool apporte des calories vides. Il n'apporte aucune vitamine et minéraux. Donc, on n'a pas besoin d'alcool. Ok. Donc, on dit que c'est un xénobiotique, c'est un produit étranger au corps humain. Par contre, si on prend le vin, dans le vin, il y a de l'alcool, mais il y a d'autres nutriments, des polyphénols et autres éléments très importants. Donc, ce qui est important, on peut prendre du vin, mais du vin désalcoolisé. Donc, du vin qu'on a enlevé l'alcool, ok. Et en mettant en concert les éléments actifs, les bons éléments nutritifs, ok. Donc, je dis aux gens, il ne faut pas confondre l'alcool avec ce qu'on appelle, nous, d'autres produits qu'on appelle, nous, des vignobles, qui sont des très bons produits à consommer, mais il faudrait éviter l'alcool en particulier. Et en plus, les nitrites, les nitrates à éviter parce que ce sont des agents de conservation qui, en d'autres mots, vont être transformés dans le corps à d'autres éléments nocifs. Mais on reviendra plus tard par rapport à ces fameuses nitrites. Ensuite, pollutions diverses, manque de lumière naturelle, manque d'hydratation, isolement social, médication abusive. Donc, il y a des gens qui passent leur temps à prendre, bon, c'est bon de prendre une aspirine pour que le sang soit plus clair. Mais si tu tapez 4, 5 aspirines par jour, votre sang va devenir plus fluide. Et là, ben, vous pouvez faire des saignements pour rien. Ok, bon. Et donc, tout médicament devrait avoir un temps limite. On ne doit pas prendre un médicament à trop long terme, à moins qu'on devienne comme nous, quand même, si quelqu'un, par exemple, fait un diabète de type 1, il ne peut pas produire de l'insuline, il n'a pas le choix de prendre de l'insuline tout le temps. Mais si on n'a pas un problème héréditaire qui nous oblige à remplacer ce qu'on appelle nous, quelque chose que le corps produisait par quelque chose d'extérieur, je pense que médication, l'OMS dit que après un certain temps, il faut passer à une approche de type non médicamenteuse. Donc, tout bon thérapeute devrait utiliser la médication à court terme pour stabiliser la personne et après ça, maintenant, introduire les facteurs de type les causes, les travailler, donc augmenter l'activité physique, manger bien, et c'est ça qui est vraiment ce qu'on appelle, nous, la véritable médecine. Vous savez, depuis 2009, il y a une nouvelle médecine qui a vu le jour, que l'OMS maintenant reconnaît, qu'on appelle la médecine du mode de vie. Ok. Donc, actuellement, et dans les facultés de médecine, on peut prendre une spécialisation qu'on appelle, nous, la médecine de mode de vie. Donc, c'est une médecine qui accompagne les gens à prendre leurs habitudes de vie et au lieu de tomber toujours sur une médication ou bien sur des chirurgies. Ok. Donc, actuellement, la médecine de mode de vie est en pleine extension et moi, actuellement, c'est une des médecines que je préconise. Par contre, ça n'exclut pas les autres médecines d'urgence et autres parce qu'on en a besoin, mais il faut vraiment que, dans une approche intégrée en santé, il faut que ces différentes médecines cohabitent d'une façon constructive. Et on continue parce que le temps presse. Donc, lorsqu'on
on parle des grandes pathologies qui tuent les gens, et on parle des problèmes cardiovasculaires, en particulier les cancers et le diabète, c'est les grands tueurs. Donc, dépendant des régions, et on peut dire qu'avant, c'était les maladies infectieuses dans certaines régions du monde. Mais avec l'arrivée qu'on appelle nous de la vaccination et surtout de l'hygiène publique, où on a essayé d'éviter, parce que je dis que l'idée, ce n'est pas d'irradier toutes les microbes, parce qu'on en a besoin. Et il s'agit tout simplement que chacun reste dans son coin. Ok. Et tantôt, je parlais des moisissures. Les moisissures, ils sont pas bienvenus dans une maison. Donc, gardez-les en dehors parce qu'ils font des très bons champignons. Donc, ou bien des très bons fromages. Donc, j'ai dit qu'il faut savoir cohabiter avec eux. Donc, donc, si on regarde les grandes pathologies qui tuent, donc on parle des maladies infectieuses, on parle des maladies cardiovasculaires, les cancers et le diabète. Les autres on peut traîner longtemps avec. Donc, il y a des gens qui vont souffrir, c'est pas d'arthrose pendant longtemps, mais sans mourir, ils vont souffrir d'autres formes de Parkinson et autres, mais ils n'en meurent pas rapidement. Donc, on dit que ça traîne. Ok. Donc, si on a remarqué par contre, il y a un point commun. Mais remarquez que les mêmes éléments qu'on met en place pour combattre les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies infectieuses, un peu moins, et c'est les mêmes qui permettent de prévenir toutes les autres maladies. Donc, si on regarde ce qu'on appelle, on appelle ça les 8 facteurs essentiels à la vie, et ces 8 essentiels, comme on dit, sont valables pour toutes les formes de pathologie. Et l'OMS maintenant les recommande, et dans la médecine qu'on appelle nous de mode de vie, on les met en première ligne. Donc, il y en a qu'on appelle nous, qui sont 5 comportements qu'on appelle nous à vérifier, c'est être actif, manger, bien manger, être non-fumeur, ne pas avoir de surpoids et bien dormir. Et les 3 autres qu'on appelle nous, qui sont un petit peu moins, qu'on appelle nous, qui sont des cofacteurs, c'est avoir qu'on appelle nous des bons gras. Donc, on dit que, avoir un taux de HDL qui est plus élevé que de LDL et avoir qu'on appelle une tension artérielle qui est normale, puis ne pas avoir un taux de glycémie qui est élevé, donc ne pas être diabétique. Donc, par contre, on a remarqué que si on fait ces 5 éléments-là, ça a un impact indirect sur les facteurs qu'on appelle non biologiques qui sont contrôlables. Maintenant, prenons d'abord la notion de vie active. C'est quoi mener une vie active? C'est très simple. C'est quelqu'un est sédentaire, quelqu'un qui fait de 0 à 10 000 activités physiques par jour. Ça veut dire que quelqu'un reste assis, ne bouge pas, surtout dans les résidences de personnes âgées. La personne reste assise pendant 10 minutes, il se lève juste pour aller à la toilette puis revenir s'asseoir. On appelle ça être vraiment un sédentaire. Donc, lorsqu'on parle d'activité, on va voir un petit peu les 3 types: exercice, activité physique, activité sportive. Il ne faut pas confondre. OK? Ensuite, activité que de type qu'on appelle nous, lorsqu'on est de type modérément active, une personne modérément active, c'est quelqu'un qui fait entre 11 et 59 minutes d'activité physique ou structurée par semaine. Donc, on voit, c'est pas beaucoup, hein, on ne demande pas beaucoup. Donc, et enfin, être active, c'est d'avoir une vie active et de bouger minimalement 150 minutes d'activité physique structurée par semaine. Ce qui fait en moyenne à peu près 30 minutes par jour, grosso modo. Donc, on voit, c'est pas trop vous demander. Et moi, mes participants, je leur demande de faire le matin 15 minutes d'étirement matinal pour se réveiller. Et en mi-journée, en fin d'après-midi, un autre 15 minutes d'activité aérobique et autres. Et d'alterner avec une journée, il faut de l'aérobie, d'autres journées, ils font l'activité musculaire. Et on va voir que ça permet de régler les choses. Donc, bien fait d'une activité physique. Les grandes études populationnelles ont toutes montré qu'une mauvaise condition cardio-respiratoire, résultat d'un mode de vie sédentaire et d'une manque d'activité physique, était un facteur de risque de mortalité et de maladies cardiovasculaires plus important que le cholestérol, l'hypertension artérielle et un taux de sucre élevé. Donc, s'il fallait qu'on mette l'emphase sur quelque chose, c'est de bouger. Okay? Ce n'est pas vérifier votre cholestérol, votre hypertension. Eux autres sont tributaires de bien bouger. L'activité physique comprend tout mouvement ou exercice impliquant les muscles et qui active notre système cardiovasculaire, accroît notre fréquence cardiaque et stimule notre respiration et augmente également notre dépense énergétique. En d'autres mots, il faut brûler graisse ou les graisses qu'on accumule, il faut les utiliser. Okay. Quel exercice choisir?
Donc, l'activité physique quotidienne, simple comme une bonne marche, est le meilleur médicament pour réduire le risque d'avoir des maladies chroniques. Donc, je répète, juste un petit 25 minutes de marche par jour a de meilleurs résultats que toutes les formes de médication. Bouger un peu est mieux que de ne pas bouger du tout. Il y a des gens qui disent, ah, je suis fatigué, un petit 5 minutes, madame, un petit 10 minutes, ok? On n'a pas d'aller faire un marathon, ok? Donc, bien que les experts recommandent de bouger au moins 150 minutes par semaine, la relation entre l'activité physique et la santé est linéaire. Plus on bouge, plus on est en bonne santé. Maintenant, le plus, il y a un plafond. Ok. Donc, il y a des gens qui font même des super marathons, 3, 4 marathons. Là, on n'est plus dans le plus, on est dans ce qu'on appelle dans l'excès. Ok. L'excès en tout nuit. Mais le plus, c'est un plus qu'on se donne. Ok. Donc, pas besoin d'être un sportif ni de faire de l'exercice pour être en forme. Donc, comme je disais, c'est un minimum de 150 minutes par semaine d'activité de type modéré. Ensuite, 2 fois par semaine, minimalement, il faut faire des activités de type qu'on appelle nous et musculaire. On va voir le pourquoi. Plusieurs heures par semaine d'activité de type modéré. Donc, lorsqu'on parle d'activité physique, donc c'est par exemple, on fait le ménage, on bricole, on passe on coupe le gazon, on fait du jardinage. Ça, c'est quand même de l'activité physique. Donc, c'est ça qui, plus on en fait, mieux que c'est. OK? Ensuite, l'exercice. Maintenant, on fait une activité qu'on appelle nous un exercice physique. Donc, on parle par exemple de faire de la natation, de faire du jogging, la marche, de faire du vélo. Ça, c'est de l'exercice. Donc, il y a du monde qui faut seulement de l'activité physique et sont en très bonne santé. Il y a des gens qui, en plus de ça, font de l'exercice. OK? Et on peut faire des exercices qu'on appelle nous natation, on peut faire des exercices toute seule. Avec, par exemple, on fait des push-ups, on fait des redressements assis. C'est de l'exercice. Et enfin, il y a les sports. On fait du soccer, du tennis, on fait de la raquette, et du basketball. Donc, ça, c'est l'exercice. Ça, c'est des sports. Donc, activité physique, activité qu'on appelle nous des exercices physiques et des activités sportives. Maintenant, j'aimerais faire un petit peu de temps sur ce qu'on appelle nous les myokines. C'est quoi les myokines? Tout le monde connaît ce qu'on appelle nous les fameuses, ce qu'on appelle nous les hormones qui sont produites par les glandes, ok? Les glandes endocrines, ok? Comme le pancréas qui fait l'insuline, ok? Ou la thyroïde qui fait la thyroxine, ok? Bon, les ovaires, ou les testicules, ok? Ok. Maintenant, on a découvert il n'y a pas longtemps de cela que les muscles également font partie de cette grande famille qu'on appelle nous des organes endocriniens, ok? Parce qu'ils sécrètent également des types de produits, des substances, et parmi lesquels on retrouve la fameuse irisine, très importante, l'interleukine, la périne et la fameuse décorine. Ce sont des protéines bioactives sécrétées et libérées lors des contractions musculaires. Rappelez-vous qu'on ne peut pas libérer les fameuses myokines si on ne fait pas des contractions musculaires. Donc, si quelqu'un, donc c'est sûr que lorsqu'on marche, on fait un peu de contractions musculaires, mais qui sont localisées seulement au niveau des jambes. Contrairement, lorsqu'on bouge l'ensemble des muscles, des bras, en faisant des abdominaux, c'est là que, parce que les myokines sont localisées, dépendant de leur type, dans certaines régions du corps. Donc, plus qu'on active l'ensemble des groupes musculaires, plus on active l'ensemble des myokines. Donc, les myokines jouent un rôle important dans la lutte contre l'obésité, en particulier avec l'irisine. L'irisine, lorsqu'on produit l'irisine, ça augmente, comme je disais tantôt, les graisses qu'on appelle de type brune. Au lieu de l'activer, donc il va faciliter l'organisme à produire plus de graisse brune. Donc, il faut excréter beaucoup d'irisine. Ensuite, le diabète, en combattant et avec en produit qu'on appelle nous les autres formes de myokine, ça combat la résistance à l'insuline. Okay? Puis ensuite, bon, il y a la fameuse qu'on appelle nous l'interleukine, qu'on va voir, qui va permettre de combattre le cancer. Donc, elle renforce le système immunitaire en contrôlant les réactions inflammatoires de différents niveaux, au niveau des articulations, au niveau des glandes, au niveau de la prostate. On a même remarqué que ça fait diminuer, par exemple, nous, l'inflammation de la prostate. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de prostate, pas obligatoirement de cancer de la prostate, mais d'inflammation de la prostate. Donc, ils vont uriner parce que ça bloque un petit peu le canal urinaire, il y a une inflammation. Ce n'est pas encore un cancer, mais si on a une inflammation de la prostate, ça peut, à la longue, par irritation, induire qu'on appelle nous un cancer. Donc, très important la nuque. Maintenant, bien manger. Bien manger, c'est quoi? Okay?
La malbouffe peut se résumer en un régime pauvre en fruits et légumes, composé en grande partie d'aliments raffinés ou transformés, trop riche en sucre et en sel gras, pauvre en fibres solubles et insolubles, acidifiant. Donc, on peut dire que lorsqu'on a des aliments acides, on appelle ça des aliments à indice pral. En d'autres mots, c'est des aliments qui ont des résidus de type acide. Pral veut dire que c'est ce potentiel rénal d'absorption des radicaux qu'on appelle nous libres. Donc, généralement, lorsque quelqu'un consomme trop de produits acides, ça rend les tissus acides et c'est là que ça entraîne toutes sortes de produits, des inflammations et d'autres problèmes de santé. Et faible en antioxydants, donc vitamine C, A, E, etc., qui sont des antioxydants normaux, et pro-inflammatoires. Donc, si on prend des produits qui sont comme la viande rouge, qui est pro-inflammatoire, les fameux oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Donc, bien manger, il faut s'assurer de faire l'inverse. Donc, on va voir en détail. Il a été démontré par des méta-analyses qu'une saine alimentation a un effet spectaculaire sur l'espérance de vie ou une longévité en bonne santé. Elle permet de réduire le nombre de décès causés, entre autres, par une maladie cardiovasculaire et un cancer et un diabète. Des résultats significatifs ont été observés chez les personnes qui consomment aussi peu que 5 portions par jour de fruits et légumes, soit 2 portions de fruits et 3 portions de légumes, ce qui rappelle 800 grammes de fruits et légumes. Juste ça, ça permet de réduire de 30 à 40% les problèmes cardiovasculaires. Ceux qui font en moyenne 150 minutes d'activité physique, 25 à 30 minutes par jour, ces 7 changements dans l'alimentation et l'activité physique réduisent significativement les facteurs de risque qu'on vient de voir. Et obésité viscérale, taux de glycémie élevé, etc. Okay? Donc, ce n'est pas trop demander aux gens. Okay? De manger plus de fruits et légumes et de manger ce qu'on appelle, de faire au moins ce minimum d'activité physique par jour. Quel élément choisir? Donc, il faut choisir des aliments qui n'utilisent pas de réaction inflammatoire, à faible indice glycémique, riches en facteurs chimiques et anticancers, ayant une grande capacité d'absorption des radicaux oxygénés libres, qu'on appelle nous les facteurs CARO, à haute teneur en résidus alcalins, donc à indice pral négatif, donc riche en sodium, potassium, magnésium, calcium, mais pauvre en résidus acidifiants, donc pauvre en chlore, en soufre, en phosphore et en iode, contenant des fibres solubles et insolubles, puis peu transformés pour conserver encore leurs facteurs enzymatiques. Donc ça, tout ça, c'est ça les éléments. Lorsqu'on construit un régime équilibré, il faut tenir compte de ces éléments-là. Ok? Donc, tout le monde connaît le guide alimentaire haïtien qui classe ces éléments en 3 groupes. Les éléments qu'on appelle nous de type constructeur, qui sont les protéines, donc qu'on retrouve dans les produits animaux et autres, et les œufs, etc. Et les éléments qu'on appelle nous énergisants, qui apportent l'énergie, donc on parle les légumes racines également, et tous les fruits qu'on appelle nous de type qui contiennent beaucoup plus de glucides comme tel, donc les fruits et légumes en particulier, et les aliments qu'on appelle nous de type protecteur, qu'il faut manger en plus grande quantité, et toute la autre gamme des fruits et légumes. Contrairement aux énergisants, donc les gens vont mettre l'emphase beaucoup sur les céréales et les pâtes, mais idéalement, il faudra beaucoup plus mettre sur qu'on appelle nous les fruits, les légumes qu'on appelle nous amidonés, comme l'arbre à pain et autres. Nous, au niveau du réseau CESPA, on a classé les aliments de préférence en quatre grands groupes. Les aliments qu'on appelle nous vitalisants, qui apportent la vie. On retrouve au centre les fruits et légumes en particulier, les jauges germées, les jus de fruits, les jus de légumes, tout ce qui compte, les potages, etc. Donc, les fruits et légumes en concentration. Ça devrait être, qu'on appelle nous, dans l'assiette, là, ça devrait être composé dans la grande partie de l'assiette. Donc, il faut aller chercher en 10 à 13 portions par jour. Ok? Puis ensuite, les aliments qu'on énergisants qui apportent l'énergie. Ok? Donc là-dedans, on retrouve en particulier les, les fruits séchés, les fruits gras, olives, avocats, les légumes racines, les œufs, la partie qu'on appelle nous le jaune d'œuf en particulier, et etc., les miels, les mélasses, les sirops. Et troisième catégorie, la catégorie de type réparateur, donc qui répare les tissus, donc on appelle en particulier les oléagineux, donc les amandes, noix, noisettes, le blanc d'œuf, et en particulier les légumineuses, les fèves, etc. Puis la dernière catégorie, les aliments qu'on appelle nous de tolérance. En d'autres mots, l'être humain devait manger VER, vert.
Les produits tolérants, c'est les produits qu'on a introduits lorsqu'on a découvert la cuisson et a commencé à transformer les aliments. Donc, on retrouve là-dedans les fromages, les viandes, les poissons qu'on peut manger pas crus, mais cuits. Ensuite, les céréales avec forme de pain, pâte. Généralement, lorsqu'on fait une bonne diète, on va réduire les aliments de tolérance parce que c'est les aliments pour lesquels notre corps n'a pas été habilité à bien consommer. Donc, c'est pour ça que nous, on a préféré faire notre propre guide, le guide vert. Pourquoi? Parce que les autres guides, comme le guide alimentaire canadien, le guide alimentaire haïtien, les guides brésiliens, ne font pas cette différence-là entre j'appelle les bons aliments et les mauvais aliments. Ok. Donc, nous, on a essayé de placer les bons aliments dans la catégorie vert et les appelle-nous de type, non pas éviter complètement parce qu'on en a besoin un peu, mais qu'il faut consommer en moindre quantité dans la catégorie T. Donc, lorsqu'on fait une assiette santé, donc une assiette santé, c'est facile. Il faut que la moitié de l'assiette, ça fait de légumes et de fruits, en graines particuliers. L'autre partie, il faut qu'il y ait un autre tiers fait de bonnes céréales complètes ou de légumes qu'on appelle non amidonnés, comme on appelle le igname, toutes les tubercules, etc., mais également des céréales, le riz, du millet, etc. Et l'autre partie de protéines qu'on appelle nos santé, les protéines végétales en particulier, les légumineuses, et un peu de protéines animales, ça va être des œufs, ça peut être un peu de fromage, mais généralement, il faut mettre plus de protéines végétales que de protéines animales. Sans oublier que maintenant, les huiles qui jouent un rôle énergisant très important qu'on va mettre dans nos salades. Donc, prendre des huiles qui sont très riches en oméga 3 en particulier, mais également en graisses monosaturées, l'huile d'olive, qui est très bon pour le cœur. Donc, beaucoup d'huile d'olive, beaucoup d'oméga 3 et très peu d'oméga 6 parce que les oméga 6 sont pro-inflammatoires puis sont obésogènes. Donc, ils aident, ils contribuent à l'obésité. Et beaucoup d'eau. Il faut aller chercher, qu'on appelle nous, aux alentours de 1,5 litres d'eau par jour, de 4 à 8 verres d'eau minimal. D'autres mots, c'est en fonction du bilan calorique. Plus on mange de calories, plus il faut de l'eau pour les hydrolyser. D'autres mots, c'est comme si on monte, quelqu'un fait un mélange de mortier, de béton. Si on veut que ça tienne bien, il faut qu'il y ait de l'eau. Okay? Sinon, ça ne pogne pas. Okay? Donc, on peut dire que c'est l'eau qui permet aux nutriments de se mélanger et de constituer, qu'on appelle nous, le bol alimentaire est fini. Okay? Donc, beaucoup d'eau. Et malheureusement, on se déshydrate en vieillissant. Les gens boivent moins d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent moins l'eau. Ils urinent rapidement lorsqu'ils boivent parce que les reins, les filtres rénaux sont un petit peu abîmés lorsqu'on vieillit. Donc, on veut dire que la santé, c'est d'avoir un bon système rénal qui retienne l'eau. Et après ça, un bon système cutané qui garde l'eau. Sinon, on a des problèmes de rétention d'eau et de perte d'eau. Et l'autre élément que j'aimerais juste prendre avant de finir, c'est un sommeil réparateur. Il faut vraiment s'assurer de bien dormir. Donc, un sommeil réparateur, c'est pas seulement au niveau... Et on a remarqué que les gens qui dorment moins, donc il existe notamment une influence considérable sur la santé du cerveau, à un point tel que les problèmes de sommeil peuvent faire augmenter la probabilité de perturbation des fonctions cognitives et de troubles neurocognitifs, vaillant d'une simple difficulté d'attention à un risque de développer le maladie d'Alzheimer. Donc, lorsqu'on parle de sommeil, il faut voir qu'il faut faire une différence entre les cycles et les phases de sommeil. Donc, généralement, le sommeil n'aime pas le changement. Il faut avoir une routine. Donc, on a à peu près de 3 à 6 cycles de sommeil. Donc, un cycle, c'est entre 60 à 120 minutes. Okay? Et on a remarqué que l'être humain, il y avait des prédateurs qui nous couraient après, les gens faisaient un cycle, deux cycles ou trois cycles. Okay? Et rarement 6 cycles. Okay? Donc, en vieillissant, plus on est en sécurité, plus on a besoin de moins de cycles de sommeil. Mais par contre, il faut que chaque cycle soit bien complet. Et c'est ça que lorsqu'on a le cycle, les cycles comprennent maintenant, chaque cycle comprenne 5 phases distinctes. Et chaque phase est importante. Si quelqu'un ne fait pas ces différentes phases, il va avoir un sommeil qui n'est pas de bonne qualité. Donc, on va juste aborder brièvement les 5 phases. Donc, il y a une phase 1 où on est en demi-réveil, là, OK? Parce qu'on est prêt à se réveiller. Si on entend un bruit, on va se réveiller. Puis maintenant, s'il n'y a pas de bruit, on descend en phase 2. Donc là, maintenant, l'activité cérébrale, maintenant, puis on ralentit. On a un sommeil plus léger. Puis tranquillement, on rentre dans le sommeil plus profond. OK? Et après ça, maintenant, on a un sommeil qu'on appelle le difficile. Et là, c'est là qu'on est, on ne peut pas tellement réveiller quelqu'un qui est rendu en phase 3. Maintenant, en phase 3, c'est vraiment le sommeil le plus profond. Et c'est là qu'on se répare. Et c'est là qu'on produit certains neurotransmetteurs qui vont réparer les systèmes nerveux, les muscles. Donc, c'est très important la phase 4. OK?
Et enfin, il y a qu'on appelle l'apparition du mouvement au Québec, qu'on appelle, nous, on fait les rêves, et paradoxal, parce que ça permet de continuer à mettre de l'ordre dans le cerveau, donc à vivre ce qu'on appelle nous, et c'est là que les muscles sont complètement paralysés, on ne bouge pas. Donc, c'est ça qu'on appelle dans les 5 phases de sommeil. Donc, il y a du monde qui ont des problèmes de sommeil. Donc, on va vous emmener dans un laboratoire, on va vous mettre un casque pour vérifier si vous dormez, est-ce que vous passez ces différentes phases-là? Puis des fois, on peut être malade, on peut avoir une des phases qui ne sont pas bien faites. En conclusion, je peux dire qu'il n'y a qu'une seule santé, à savoir la santé durable. OK? Actuellement, l'OMS parle de environnement durable et de santé durable. OK? Et je dirais, en d'autres mots, on ne peut pas avoir une santé durable si on ne vit pas dans un environnement durable et une environnement santé. Donc, actuellement, on met beaucoup d'emphase sur l'environnement dans notre milieu. Puis lorsqu'on parle d'environnement, on parle de notre environnement immédiat, notre maison où on vit, mais également la planète, la ville où on vit. Donc, on dit qu'elle tient compte de l'ensemble des déterminants de la santé. Elle intègre la santé humaine, la santé animale et celle de la planète, qui s'avèrent être des composantes indissociables qui ne font qu'une. Donc, la santé durable, c'est la santé de l'être humain, la santé des animaux, la santé également de la planète. Donc, il y a du monde qui vont voir isoler la santé humaine, puis bon, ou la santé animale. Donc, il y a des gens qui sont des végans, puis protègent les animaux. Mais il faut également protéger la santé humaine. Ensuite, il faut protéger la santé de la planète. Donc, je dis que la santé durable, c'est ces trois santé-là, la santé humaine, la santé animale, la santé planétaire. La santé durable est bien plus que la simple gestion de maladies. Elle inclut notre mode et notre milieu de vie, nos conditions socio-économiques, sanitaires et autres. Les moyens pour y arriver sont les mêmes, sans aucune discrimination et quel que soit le type d'emploi qu'on fait ou le type d'employeur qu'on est ou d'employé qu'on est. Donc, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Donc, que vous soyez, qu'on appelle nous pauvres citoyens comme tels, là, il faut aspirer à une santé durable. Merci de votre écoute et j'espère que je vais rester quelques minutes pour prendre vos questions. Merci beaucoup, M. Vanni, pour la présentation. C'était vraiment très enrichissant. Maintenant, j'ai quelques questions juste pour info personnelle et aussi je pense que les gens qui vont regarder la vidéo vont aussi partager mon avis. Est-ce que on peut dire que mener une vie un peu statique comme un freelancer, est-ce que ça peut occasionner des problèmes pour, dans le cas de la femme, pour avoir des enfants? Par exemple, si la personne ne se nourrit pas bien, si la personne ne bouge pas assez, est-ce que ça peut lui causer des problèmes? Ah oui, c'est vraiment incontournable. On dit que un géniteur, c'est celui qui va procréer. Donc, il y a l'homme, puis il y a la femme qui est le récepteur, qui est vraiment qui est le porteur. OK? Et dans tous les pays, avant de mettre au monde un enfant, il faut vérifier que ces deux entités-là, donc l'homme qui va porter qu'on appelle de sperme, et que son sperme est de bonne qualité et son sperme ne contient pas de gènes défectueux et autres. Ok, bon. Donc, il y a même des gens qui font des tests génétiques pour vérifier, bon, bref, si tous les gènes sont dans l'âme. Donc, si on est porteur d'un gène, c'est pas de trisomide ou bien d'anélie falciforme. Et bon, c'est sûr que lorsqu'on le sait, il faut aviser l'autre. Ok. Et maintenant, la femme de même, la même chose aussi, il faut que l'ovule qui va accueillir le sperme soit en bon état. Donc, il y a quelque chose qui appelle nous un amont. Et dans les pays comme la Suède, on offre ce qu'on appelle nous ce genre de service-là. C'est-à-dire qu'on propose aux géniteurs de vérifier l'état de leur substance, ok, pour voir s'ils sont en état de bien procréer. Et lorsque ils sont en bon état, on leur donne le feu vert. On dit que l'État maintenant est prêt à assumer tous les inconvénients pour eux. Mais mettons que quelqu'un, par exemple, prend de la drogue, fume, et on appelle ça les enfants du dimanche. Les enfants du dimanche, c'est les enfants qu'on a procréés parce qu'on venait de fêter, on a pris un peu de drogue, puis là, mettons, on fait l'amour, puis whoop. Et on appelle ça les enfants qui ne sont pas en bonne santé. Contrairement aux enfants qu'on avait nous de l'été. Les enfants étaient en vacances au bord de la mer, puis on mangeait bien, on respirait. Lorsqu'on fait les statistiques, on a remarqué que les enfants du dimanche sont en pire santé que les enfants qu'on appelle nous de l'été ou les enfants où on était en... Donc ça, c'est un des points. Maintenant, une fois que l'enfant, on est en gestation, il faut que maintenant nourrir cet ovule-là. Il faut nourrir cet enfant qui est en train de... Et c'est là que, par exemple, si je prends quelque chose qui est essentiel, par exemple l'alcool, on sait qu'on appelle ça les fameuses phases d'évolution.
Donc, la première étape, c'est l'ectoderme. C'est la première couche de l'embryon. Et qui va créer le système nerveux. Et il se fait dans les premiers mois. Ok. Et si maintenant on boit de l'alcool pendant cette période-là, l'enfant est hypothéqué presque à vie. Donc, on interdit aux femmes de boire de l'alcool, surtout dans la première période de gestation. Ok. Parce que c'est neurotoxique pour le système qu'on appelle nous, et pour l'ectoderme. Ok. Puis après ça, le système digestif. Bon. Donc, lorsqu'on évolue, il faut s'assurer qu'on apporte les nutriments essentiels pour construire cet embryon-là. Et chaque étape est importante. L'aspect neurologique est important, comme on vient de voir. Et il faut prendre plus de vitamine B12, plus de cides, plus d'acide folique. Bon, donc, il y a un plat alimentaire à mettre en place. Donc, ça, c'est au niveau alimentaire. Au niveau bouger, la même chose aussi. Si la mère ne bouge pas, et les fameuses myokines qu'on a vues aussi, il ne les produit pas. Et il y a ce qu'on appelle nos facteurs immunitaires qui doivent à l'enfant. Ok. Et beaucoup de réponses immunitaires se déclenchent lorsqu'on bouge. Ok. Donc là encore, ils vont hypothéquer l'enfant avec une réponse immunitaire qui est plus faible. Donc il faut que donc il y a des exercices à faire. Mais l'autre élément aussi, c'est les exercices pour bien accoucher. Donc, il faut s'assurer que le bassin soit bien ouvert, soit bien positionné. Il faut que les muscles contractiles qui vont pousser le bébé, surtout au niveau des abdominaux, soient en bon état. Donc, si une femme n'a pas de très bons muscles abdominaux, il ne va pas pouvoir évacuer bien le bébé. Ok. Et là, maintenant, il faut utiliser ce qu'on appelle nous bien une césarienne ou bien une faucite en allant chercher le bébé. Et là encore, on hypothèque un petit peu l'enfant. Donc, l'activité physique, qu'on appelle des exercices prénataux, sont importants. Apprendre à respirer, apprendre à contracter les muscles. Et après, maintenant, l'accouchement, c'est encore pire. On peut éviter qu'on appelle nous les gens postpartum, qu'on appelle nous, et dit qu'il faut bouger. Ok. La même chose, on a remarqué le fameux diabète de type 2. Beaucoup de femmes qui, pendant pendant la gestation, n'étaient pas mangeaient mal, vont créer ce qu'on appelle nous un diabète de type 2. Et des fois, ça peut se poursuivre après l'accouchement et maintenant, il reste diabétique pendant longtemps. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est essentiel et même plus important de bien manger et de bien bouger lorsque on veut procréer et après la procréation, après qu'on est procréé. Parallèlement, on a l'homme. Supposons que c'est un freelancer, il travaille chez lui de 8 heures du matin, peut-être à 5 heures ou 6 heures. Donc, par activité et mange beaucoup de farine et boit peut-être quelques bières par jour. Est-ce qu'il y a possibilité d'une mauvaise qualité de son sperme? Ou du moins, est-ce que ce freelancer-là peut avoir des problèmes érectiles, par exemple? Oui, bon, il y a deux bons. Donc, d'abord, on a la qualité du spermatozoïde qui est liée effectivement au niveau de l'alimentation, au niveau surtout des protéines. Et si quelqu'un a des carences en protéines, on peut dire que lorsqu'on a un spermatogramme, on va vérifier sur sa vigueur. La vigueur va être plus lente. Ok. Et si, disons, l'aspect de manque de vigueur, parce que c'est tout un parcours de combattant, hein, il faut que le sperme arrive. Ils sont plusieurs, c'est le premier arrivé. l'ovule. Donc, c'est une course à la montre. Ok. Donc, qui va arriver en premier? Mais s'ils sont tous lents, ils vont mourir en parcours, puis ils ne vont pas pouvoir arriver à l'ovule. Ok, ok. Donc, la qualité du sperme joue beaucoup. Et un élément actuellement qu'on appelle ça les perturbateurs endocriniens, et qu'on retrouve dans l'alimentation, dans les pesticides actuellement. On a remarqué qu'actuellement, au niveau de la planète, hein, il y a une chute de plus de 50% de la qualité des spermes des êtres humains, causée par la pollution globale. Ok. Donc, actuellement, les personnes bon, je ne dirais pas les oiseaux de mauvais augure, disent que l'espèce humaine est en risque d'extinction, bon, bref, de ne plus exister parce que il va arriver un moment où les spermes de l'homme ne sont plus efficaces pour procréer. Ok. Donc, je pense qu'on est rendu minuit moins 5 de protéger la planète, donc d'avoir une santé durable au niveau de la planète pour éviter les perturbateurs endocriniens, les pesticides et toutes sortes de choses qui perturbent la qualité du sperme. Ok. Sinon, on est en train de mettre la vie l'espèce en danger. Ok. Maintenant, côté alimentation, par rapport aux difficultés qu'on a ici en Haïti, comment une personne qui travaille chez elle pourrait mieux s'alimenter? Quel plat type
Et pouvez-vous conseiller à ces personnes-là? OK. Donc, j'avais oublié tantôt, je vais reprendre et je vais prendre cette part, mais j'avais oublié de parler de la dysfonction érectile, OK, qui est liée effectivement à un problème de circulation sanguine. Donc, les gens qui vont souffrir d'hypertension, souvent vont avoir un problème qu'on appelle nous de perte érectile, ok. Parce que c'est une question de sang, hein. Si on veut en érection, parce qu'il y a du sang qui va dans le pénis, ok. Donc, s'il n'y a pas de sang qui va au pénis, il n'y a pas d'érection, ok. Donc, si maintenant le sang ne peut pas se rendre au pénis, parce qu'on a un gros bedaine qui bloque la circulation sanguine, on appelle ça la terre abdominale, qu'on peut vérifier. Il y a un poids abdominal qu'on peut vérifier. Si votre poids abdominal est presque nul, et il n'y a pas d'érection, ok. Donc, lorsqu'on prend votre poids, on peut prendre le poids ici, mais on peut prendre également au niveau de l'abdomen, on appelle le poids abdominal. Donc, lorsqu'il n'y a pas de poids abdominal, et on peut dire qu'il y a un blocage au niveau de la circulation sanguine au niveau de la route abdominale. Donc ça, c'est un des facteurs qui va jouer au niveau érectile. Mais également, il y a certaines carences qui vont induire des problèmes. Mais l'aspect physique est souvent la première chose à voir. Maintenant, il y a également l'aspect psychologique. Et on dit que tout part dans la tête. Donc, si on n'a pas une excitation cérébrale, donc le message n'est pas passé. Donc, ça, c'est un autre facteur. Donc, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est en stress va avoir des problèmes de direction. Pourquoi? Parce il a tout qu'on appelle nous bloqué un système qu'on appelle nous autosympathique. L'unique façon d'être en direction, il faut lâcher prise. Donc, il faut être en parasympathique. Donc, si quelqu'un est stressé, et ensuite il souffre d'hypertension, etc., bon, bref, il a qu'on appelle le jackpot pour ne pas avoir des problèmes d'érection. Bon, ok. Maintenant, pour revenir pour l'appel nous, bien manger en Haïti avec le contexte qu'on est, ce que moi je déplore énormément en Haïti, c'est l'omniprésence des produits transformés. Ok. En d'autres mots, eh, dans les arbres, on ne retrouve pas des boîtes de spaghettis, ou des boîtes de conserve. Ok. En d'autres mots, il dit qu'il faut d'abord manger des choses qu'on trouve sur les arbres. Ok. Ok. Donc, plus votre assiette est remplie de choses qui étaient emballées, ok, c'est pas bon signe. Ok. Et donc, en général, une bonne assiette, comme je dis, que c'est d'abord avoir assez de légumes et variés. L'indication en Haïti, les gens vont consommer beaucoup de cuites. Je dis ça des tout faits. Et lorsqu'on fait cuire trop que des légumes, on tue beaucoup de vitamines. Les minéraux restent un peu, mais pas les vitamines en particulier. Donc, il faut essayer de consommer les légumes à la vapeur, le moins cuit possible, pour garder les éléments vitaux, les vitamines en particulier, et surtout ne pas utiliser trop d'eau parce que si on fait bouillir, les vitamines restent dans l'eau, les minéraux aussi. Donc, il faut quasiment boire l'eau de préférence au lieu de manger les légumes. Et, et donc, ça, c'est vraiment, il faudra que l'omniprésence des produits transformés. Donc, je trouve que moi, à l'époque, quand j'étais petit en Haïti, j'adorais aller au marché c'était ma grand-mère qui faisait le marché. On allait tous les samedis faire le grand marché pour la semaine. Et c'était vraiment tout un plaisir d'acheter les légumes, les fruits pour la semaine. Ok. Bon, j'appelle ça des produits frais, ok, qui étaient là. Ok. Maintenant, les gens ne vont presque plus au marché. Ok. Les gens vont au supermarché, les choses des fois sont emballées, des choses sont congelées, sont ci, sont ça. Donc, je dis qu'on est un petit peu loin des grands marchés. Et actuellement, dans le monde, les marchés de proximité sont en plein développement. On appelle ça des marchés locaux où les agriculteurs viennent apporter leurs produits. Donc, actuellement, je regarde, moi, j'habite dans un quartier où il y a un petit marché qu'on appelle nous local, où je peux aller à pied, aller acheter tous les jours mes tomates, mes cils, mes laitues, qui étaient livrées le matin même par l'agriculteur. Ok. Donc, je trouve qu'il faudra remettre en application. Maintenant, il y a les machins, des bacs là, ok, qui sont dans les quartiers, qui installent les bacs. Je ne dis pas qu'il faut il faut les encadrer. En d'autres mots, il faudra que, au lieu que chaque marchand soit sur un trottoir, il faudra que chaque quartier ait ce qu'on appelle nous, un marché local, bien structuré, bien propre, qui évite l'aspect insalubrité, et qui invite les gens du quartier à aller. Donc, s'il y avait un marché au canapé vert, un marché à Dôme, un marché à C, donc si à chaque quartier, il y avait un marché local, et je pense que ça encouragerait les gens à manger local et à encourager à manger des produits locaux. Donc, l'autre élément que moi j'encourage beaucoup, c'est de faire ce qu'on appelle nous une petite jardin potager chez soi. Tout le monde peut avoir quelques plants de tomates, quelques plants de laitue, quelques plants de. Je pense qu'on peut avoir deux ou trois produits qu'on consomme, qu'on fait chez soi.
Et j'ai dit aux gens, concertez-vous dans le quartier. Si moi, je fais des tomates, tu peux demander à mon voisin, fais-toi des laitues. Et on en fait en grande quantité, puis on se partage, OK? Et donc, on fait un genre de, bon, on appelle ça une cantine de quartier. Et dans les écoles, on peut installer des toits et sur les toitures, parce qu'en Haïti, la majorité des toits sont en béton. Donc, on peut faire, quoi appelle nous, d'agriculture sur les toits, OK? Et avec des pots, ne pas mettre la terre directement sur le toit, mais on met des pots et on peut même utiliser des pneus qu'on bouge, puis qu'on obstrue en bas, puis on met un peu de terre, puis bon, on peut faire des tomates. Donc actuellement, surtout, ça va couper on appelle ça des îlots de chaleur, parce qu'il fait très chaud en Haïti. Donc, et plus on peut mettre, on appelle des zones de verdure. Donc, si chaque maison avait un îlot de verdure sur son toit, ou bien à côté, puis actuellement, on a même devenu comme nous l'agriculture verticale. OK? En d'autres mots, on dit que c'est sur les murs qu'on accroche des racines et autres pour faire pousser des plantes et ça produit beaucoup de produits avec très peu d'espace. OK? Donc, on peut exploiter l'espace des toits, l'espace des murs. Bon, bref. Donc, moi, je dis qu'en Haïti, il faudra miser sur ça, les marchés locaux, produits locaux, les jardinages et réduire l'exportation des produits transformés. Mais je sais que c'est difficile parce que avant d'être autonome au niveau alimentaire, donc on a besoin il faut vraiment produire assez. Donc, tant qu'on ne produit pas assez en Haïti, on va être tributaire de l'exportation des produits du riz et autres comme tel, qu'on ne produit pas, et souvent qui sont transformés et qui sont des fois manipulés. Pourquoi? Parce que pour les conserver, il faut mettre des agents de conservation. OK? Parce que les gens qui les vendent ne veulent pas les perdre. Donc, il y a beaucoup de nitrates, beaucoup de sulfites, tout qu'on appelle nous des additifs pour les conserver. Donc, même si ça paraît bien emballé, par exemple, les fruits, on va asperger, qu'on appelle nous, des produits de soupe dessus pour empêcher que les mouches viennent dessus. Mais là, lorsque vous mangez ces fruits-là, vous les absorbez, ces produits toxiques-là. Bon, on comprend beaucoup, mais avec la situation actuelle, c'est pas toujours facile de, par exemple, planifier, d'avoir un jardin à la maison pour avoir un marché local tout près. C'est pas évident en ce moment. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra beaucoup plus investir de ces activités-là et s'assurer que d'ici peut-être 3 à 5 ans, qu'on puisse avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée. Mais pour le moment, malheureusement, on est vraiment Bon, obligé. j'ai dit que c'est souvent, comme il y a tantôt, on peut faire peu au lieu de dire qu'on va faire beaucoup. Bon, le peu qu'on peut faire, c'est suffisant. Donc, dans le peu qu'on peut faire, je dis que dans le peu qu'on peut faire, bon, on peut, lorsqu'on fait notre épicerie, bon, mettre l'emphase sur les fruits et légumes en particulier, avec moins de produits en boîte, moins de cannes, moins de produits transformés. Ça, c'est déjà qu'on appelle nous de faire de son mieux. OK? Donc, on fait un minimum. OK? L'autre élément aussi, je dis que, bon, même ça a été, la sécurité a beaucoup aidé, hein. Les gens, en restant plus chez eux, ont plus de temps. Donc, il y a des gens qui ont fait un peu d'agriculture biologique, OK, chez eux. Mais également, il y a beaucoup de gens qui ont laissé la capitale, laissé les grandes villes pour aller en région, en campagne. OK? Et à la campagne, des fois, il n'y a plus d'espace, plus d'air libre, et là, ils peuvent cultiver. Donc, ça a dégagé, ça a décongestionné les grandes villes. OK? Et donc, on peut dire que, bon, en tout mal, il faut voir les bons côtés de la médaille, les bons et les mauvais côtés. Mais il dit qu'il faut essayer de maximiser les bons côtés et dans les situations de crise. Maintenant, si quelqu'un veut rentrer en contact avec vous pour avoir une consultation personnalisée, et la personne doit faire quoi? Il y Bon, a un email c'est ça. Bon, ou actuellement, un on dit que numéro de téléphone. c'est clair que le réseau CESPA s'est donné pour mission de former des conseillers en santé. OK? Et pour faire ce que moi j'ai tantôt, cette médecine de mode de vie. OK? Et donc, c'est clair, actuellement en Haïti, on a formé quelques-uns, pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont été formés. Donc, nous, on va essayer de les mettre en lumière pour qu'ils offrent des services en Haïti. OK? Et je dis que après ça, maintenant, à partir du mois de mai prochain, on compte lancer une prochaine cohorte. Donc, on invite des intervenants, des gens qui sont intéressés à cette médecine de mode de vie à s'inscrire à ces nouveaux modules qu'on va offrir à partir du mois de mai
On va les offrir en collaboration avec le CQSKIA. Donc, ça donne en plus un diplôme universitaire indirectement. Et ça, c'est une chose. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, c'est clair que j'ai une clientèle qui est assez importante. Et vu qu'actuellement, cette année, je me suis occupé d'un projet je m'occupe d'un projet de recherche. En d'autres mots, c'est ce projet de recherche qu'on mène et on essaie de valider et un peu qu'est-ce qu'on vient de dire, que si on bouge bien, on mange bien, est-ce que vraiment ça peut augmenter l'espérance de vie en bonne santé? Parce que c'est bien beau de le dire, mais il faut le prouver. OK? Donc, nous, on a choisi, dans notre entourage, à la clinique où je pratique, on a retenu deux groupes. Un groupe qu'on appelle nous, un groupe contrôle, un groupe de personnes qui suivent systématiquement nos recommandations. Et c'est là qu'on voit que c'est pas facile, hein. Manger bien, beaucoup de gens le veulent, mais j'ai dit, il faut avoir d'une temps en temps, le fameux SV, savoir, vouloir, pouvoir. Il faut savoir quoi faire. Il faut vouloir le faire, mais il faut également pouvoir le faire avec les moyens financiers et autres, ok, avoir le temps de le faire. Ok. Donc, et ça, c'est pour tous les déterminants qu'on a vus, tous les facteurs de risque. Donc, actuellement, on essaie de faire prendre conscience aux gens des facteurs de risque qui sont présents, de les corriger. Et on a notre groupe qu'on appelle, nous, qu'on prend et qu'on appelle nous un groupe contrôle en dehors, des gens qui continuent de mener leur vie. Puis on essaie de voir avec des paramètres biologiques, avec des tests, de vérifier après un an quelle différence il y a entre ces deux groupes-là. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'études-là, mais nous, au niveau du RSSP, on voulait le faire nous-mêmes et démontrer que la méthode et les approches qu'on propose, parce que on est un petit peu différent. Tantôt, on arrive pour l'alimentation, on a classé les aliments différemment, on parle des catégories, le guide vert. Tandis que, contrairement, il y a le guide canadien, il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres méthodes. Donc, nous, on veut démontrer que la méthode CESPA, et elle est efficace. Ok. Et donc, le fait que je m'occupe de projets de recherche, j'ai des anciens participants que j'avais pas que j'ai plus de 30 ans de pratique. Donc, j'ai des gens que je suis depuis plus de 30 ans. De ces gens-là, je les rencontre au moins une fois ou 2 ans, une fois par année. Donc, je leur donne un petit peu la primauté pour voir où ils en sont, parce que je veux vérifier est-ce que ce qu'ils font, est-ce qu'ils continuent à être en bonne voie. Donc, moi, je demande aux gens qui sont intéressés à aller sur le site du réseau CESPA. Il y aura bientôt une page qu'on va consacrer aux gens en Haïti qui offrent ce genre de service d'accompagnement-là, des gens qui ont suivi nos formations. Et après ça, je pense, avec le temps, l'offre de services a augmenté et on aimerait créer ce qu'on appelle nous des CESA. Donc, les CESA, ce sont des centres d'éducation à la santé agréés. Donc, les CESA, et actuellement, il y en a, et bon, il y a un que je peux nommer qui offre un service, c'est le centre PHI, ok, qui actuellement engage un de nos finissants, ok, donc qui peut offrir ce service d'éducation à la santé. On va bientôt créer un autre, et donc je sais qu'il y a deux autres qui sont en gestation d'être formés. Donc, plus on peut créer des CESA, moi, mon rêve, c'est que dans chaque entreprise, que chaque entreprise devienne un club santé. Donc, chaque entreprise devienne ce qu'on appelle nous un CESA. Ok. Que les écoles, que chaque école devienne une CESA. Ok. Mais pour le faire, il faut former du monde, il faut former des multiplicateurs, des gens qui vont... Parce que je pense que la santé durable est liée à cette médecine de mode de vie. Maintenant, ça n'exclut pas que dans tout pays, il faut créer ce qu'on appelle, nous, une médecine d'urgence avec des salles qui accueillent les gens qui sont après un accident ou bien qui sont gravement malades et qu'il faut soigner. Donc, mais je dis que la véritable santé d'une population est tributaire, non pas au niveau du nombre d'hôpitaux qu'on a, ça a été démontré, mais au niveau de la qualité de vie qu'on mène. Donc, il y a des peuplades dans le monde qui sont des centenaires et qui n'ont pas accès à des hôpitaux, mais qui ont accès à un mode de vie, qui mangent bien, qui bougent bien, qui n'ont pas de stress et qui vivent très vieux. Ok. Et donc, ça prouve qu'il faut mettre l'emphase sur le mode de vie et surtout sur le milieu de vie. Et vous disais tantôt, pour terminer, que l'environnement durable est tributaire d'une santé durable. On ne peut pas avoir une santé durable sans avoir un environnement durable. Et un environnement durable, c'est un environnement qu'on appelle nous favorable. Et pour revenir à la notion d'emploi, parce que c'est les employés qui nous intéressaient aujourd'hui, c'est que pour qu'il y ait un environnement favorable, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle nous création d'emplois,
il faut qu'il y ait à d'autres mots ce que j'appelle, nous, une économie durable. Et cette économie durable, il faut vraiment la miser sur des secteurs d'emploi qui sont qui crée beaucoup d'emplois. OK? Et en Haïti, on a grandement besoin de ces secteurs d'emploi-là, mais des secteurs d'emploi qui sont vecteurs de vie, l'agriculture, l'enseignement, la santé. Donc, il y a des secteurs, le tourisme et autres. Donc, il y a tellement de secteurs qu'on pourrait maximiser et qui nous permettrait vraiment d'arriver à cette santé durable. Mon rêve le plus j'espère que ce ne sera pas de mon vivant, qu'Haïti devienne comme nous une zone bleue. Vous savez que ce qu'on appelle une zone bleue, c'est une zone où il y a le plus de centenaires. OK? Donc, il y a Okinawa qui est une zone bleue. Il y a différents endroits et dans le monde actuellement, si vous allez sur Netflix, il y a qu'on appelle nous un bon documentaire qu'on appelle nous les zones bleues dans le monde. Donc, moi, actuellement, dans le petit projet qu'on mène, on aimerait que Boucherville, la ville où j'habite actuellement, devienne une zone bleue. OK? Mais j'aurais aimé que Haïti, mais avant de passer à Haïti, il faudrait que peut-être un quartier devienne une zone bleue. Après ça, une fois qu'un quartier devient une zone bleue, maintenant, ça devait être la ville qui devient une zone bleue. Après, peut-être le pays. Mais on dit que le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Mais Bon, c'est. peut-être que ça existe, mais qu'on ne le sait pas, parce qu'en Haïti, il n'y a vraiment pas cette culture de partager les informations sur la population. Donc, peut-être que dans telle zone, on a cette fameuse zone bleue, mais qu'on ne le sait pas encore. Mais il faut, pour faire les zones bleues, il faut vraiment, en termes qu'on appelle une démographique, il faut par exemple savoir l'âge de naissance des gens qui y habitent et voir maintenant, bon, est-ce que vraiment ils sont centenaires ou bien ils sont moins centenaires, et puis après ça, voir leur qualité de vie. Donc, généralement, il faut déjà s'assurer que les registres qu'on appelle nous de naissance soient bien à jour sur tout le territoire du pays. Et après ça, dans ces zones-là, maintenant, identifier les gens qui ont atteint les différents groupes d'âge. On va en parler je profite de l'occasion pour inviter les gens à notre prochain forum annuel, qui va être au mois de juin, le 22 juin prochain, qui va porter sur le bien vieillir. Donc, bien vieillir en Haïti. Parce que le terme, c'est bien vieillir en Haïti, bien vieillir au Québec, bien vieillir en France, bien vieillir en Suisse. D'autres, tout le réseau CESPA garde le même thème, bien vieillir. Mais les conférences vont porter sur la région, donc bien vieillir en Haïti. Et on va voir est-ce qu'on vieillit bien en Haïti? OK? Et c'est là qu'on va, avec les conférenciers, déterminer est-ce qu'on vieillit bien, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien vieillir en Haïti? Déjà, pour bien vieillir, il faudrait peut-être bien vivre. Et là, Bon, c'est pour le ça. moment, c'est pas le cas. Oui. Mais quand je dis souvent, je dis aux gens, les gens pensent bien vieillir, il faut avoir, c'est pas une grosse maison, de voiture, résidence secondaire. Non, on a remarqué, par exemple, à Okinawa, les personnes centenaires vivent, on appelle ça, c'est la simplicité volontaire. Ils n'ont pas ce qu'on appelle, nous, un rythme de vie effréné. Par contre, ils ont ce qu'on appelle, nous, vous avez vu, on a parlé de Ikagi, ils ont une raison de vivre. Des fois, c'est aller pêcher. Des fois, c'est peindre. Et d'autres mots, dit que ils ont un minimum, mais un minimum qui est sain. Puis je pense que dans notre paysannerie, si on leur donne ce minimum-là, ils vont vieillir, ils vont bien vieillir. Il va y avoir des zones bleues qu'on n'a pas, qu'on ne pensait pas qu'elles existent. Mais cela étant dit, il faut vraiment qu'il y ait une volonté. Donc, nous, lors du forum, on voudrait peut-être lancer, donc on a les clubs santé, mais on voudrait lancer, on ne sait pas encore où, est-ce que ça va être au Cap, est-ce que ça va être à Port-au-Prince, est-ce que ça va être au CAI, on ne sait pas encore. On voudrait lancer le premier club d'âge d'or. OK? Je ne sais pas si ça existe déjà, s'il y a des clubs d'âge d'or, mais les clubs d'âge d'or, c'est des clubs qui regroupent des personnes vieillissantes, mais qui leur donnent un minimum de service. OK? Et service, bon, ils peuvent juste venir jouer au domino. Euh, mais ça crée, Bon, on a remarqué juste, bon bref, d'autres mots, dit que ça va être une de notre objectif à la fin du forum, d'inviter des gens, bon, on va mettre sous pied, qu'on appelle nous, et- un petit mini réseau de clubs d'âge d'or, mais il faut qu'on s'y pas, ça peut être un club, un endroit, puis et je pense que ça pourrait faire boule de neige, il peut y avoir d'autres clubs d'âge d'or, mais je pense qu'il faut prendre soin de nos vieux, comme on dit.
Ce sont des bibliothèques ambulantes. Et si on En perd fait, un vieillard qui je meurt, c'est comme on pense, dit, c'est une bibliothèque qui s'éteint, qui brûle. je pense que qu'au Et Cap j'espère, haïtien, et, un projet aurait beaucoup plus d'élan que à Port-au-Prince. Et aussi, je crois qu'on a une banque ici. Je ne sais pas si c'est un club comme tu viens de le décrire tout à l'heure, mais je sais qu'il y a une banque à Port-au-Prince et qui a une résidence pour les personnes âgées. oui, oui, Je oui, ne oui, je crois connais pas qu'on on les trop. on les a invités qui vont être parmi nos conférenciers. Et ben, il faut faire un club d'âge d'or n'est pas obligatoirement dans une résidence de personnes âgées. Ils sont on appelle des RPA. Et dans les RPA, ils donnent un service pour les personnes âgées. Mais un club d'âge d'or, ça peut être, par exemple, admettons que, bon, une école peut, disons, les soirs, lorsqu'il n'y a pas d'étudiants, offrir un service d'âge d'or. Par exemple, il y a là, il y a, par exemple, il aménagent l'espace pour que les gens fassent venir jouer au domino, jouer aux cartes. OK? Et ensuite, un autre moment, bon, en autre, ça, c'est un club doit offrir différents petits services. OK? Sans obligatoirement avoir à gérer des locaux. OK? Mais ils offrent des services. Également, il y a ce qu'on appelle, nous, l'université de l'âge d'or. On peut donner de la formation en âge d'or. OK? Pour que les gens continuent à apprendre. OK? Donc, des formations pour personnes âgées, actuellement, moi, je fais partie du FADOC. C'est la fédération qu'on appelle nous de l'âge d'or au Québec, qui regroupe près de 500 000 membres. OK? Et par exemple, nous, pour le forum, on va avoir un des représentants de la FADOC qui va peut-être prendre la parole, mais pour la partie beaucoup plus québécoise et bien vécue au Québec. Mais il dit que c'est un thème qui, je pense que s'il fallait faire un autre webinaire, on pourrait le faire à la lumière de ce thème-là qui est de bien vieillir. Mais le forum va être l'élément déclencheur. Et on aimerait que l'année 2024-2025 soit une année qu'on appelle nous au service de l'âge d'or. Donc, je vous remercie, je remercie tout le monde et j'espère qu'on a pu. Donc, si jamais il y a des questions, vous les enverrez directement à l'organisateur qui pourrait nous contacter, puis on verra dans quelle mesure on pourrait y donner suite au niveau des réponses.